Dans l'actualité ce soir, l'appel d'organisation de parents d'élèves à la validation de l'année scolaire avec les résultats des 2 trimestres écoulés. L'Union nationale des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, UNAPESB, et le Conseil national des associations des parents d'élèves du primaire, SENAPEP, croient en cette solution pour sauver l'année scolaire. Une proposition qui tombe au moment où l'incertitude s'est accrue sur la reprise des classes le 11 mai prochain. 2 préalables majeurs ne sont pas encore réglés, la disponibilité des masques pour tous et le règlement du désaccord avec les partenaires sociaux. Dans ce 19h30, la joie des parieurs après 1 mois et demi de suspension du pari mutuel urbain burkinabé. Retour au jeu avec l'espoir de rencontrer la chance en ces temps de coronavirus qui assèchent les poches. Bonsoir et bienvenue à tous. Un invité dans ce 19h30, le directeur général de l'Office national d'identification ONI. On sera avec lui dans un instant. Mais avant, la politique, pour commencer avec l'élection du candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP à la présidentielle de novembre prochain. La course est ouverte. Le choix se fait entre 3 candidats. Le président du parti, Edi Komboigo, le membre fondateur et ancien député Mahamadi Lamine Kouanda et le député Yahaya Zongrana. Le vote, c'est pour ce week-end. Le collège de proposition a donné des précisions cet après-midi. Magid Bakwa. Initialement prévu pour le 21 mars 2020 et reporté à cause de la crise sanitaire, l'élection du candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP se tiendra finalement les 9, 10 et 11 mai prochains. C'est ce qui annonce le collège de désignation du candidat à la candidature du CDP à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Edi Komboigo, Mahamadi Kouanda et Yahaya Zongrana sont les 3 candidats en lice. Les rencontres politiques ne faisant pas partie de la batterie de mesures d'interdiction encore en vigueur, le bureau a décidé de relancer la procédure de désignation du candidat du CDP. Pour ce faire, nous avons retenu les dates des 9, 10 et 11 mai pour la réunion du collège. Cette rencontre se tiendra à huis clos au pavillon du soleil levant du CIAO. Le pavillon soleil levant du CIAO. Et à l'issue de nos travaux, le collège de proposition choisira le candidat du CDP. Selon les tests du parti, la candidature retenue sera validée par le président d'honneur Blaise Compaoré, précisent les conférenciers du jour. Que le rapport qui va être issu donc de cette rencontre de recherche donc de consensus ou d'élection, donc de cette rencontre de désignation du candidat du CDP, le rapport sera soumis à la validation du président d'honneur Blaise Compaoré. La forme de validation n'a pas été écrite donc dans le rapport, mais compte tenu de l'urgence, étant entendu que nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle, je crois que diligence sera faite à ce niveau. Les membres du bureau exécutif du parti, les membres du Haut Conseil et les secrétaires généraux des 45 provinces passeront aux urnes pour le choix du candidat du parti. Au total, 200 électeurs sont attendus devant les urnes. Les membres du bureau du collège précisent que des dispositions seront prises au cours de cette rencontre afin de respecter les mesures barrières contre la propagation de la Covid-19. À 72 heures de la reprise des classes, l'UNAPESB et le SNAPEP donnent de la voix. L'Union nationale des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina et le Conseil national des associations des parents d'élèves du primaire, SENAPEP, appellent à sauver l'année scolaire. Les 2 structures proposent la validation de l'année à partir des 2 trimestres écoulés. Archimède Boy. L'Union nationale des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina et le Conseil national des associations des parents d'élèves du primaire veulent sauver l'année académique 2019-2020. Pour ce faire, ces fêtières proposent la prise en compte des évaluations des 2 trimestres entamés. Nous étions pratiquement à la fin du 2e trimestre lorsque la décision de fermeture des écoles, des classes a été donc prise par les autorités. Donc pratiquement les établissements avaient bouclé le 2e trimestre. Donc il y a cette possibilité de prendre en compte la moyenne des deux trimestres pour faire en sorte que les élèves des classes intermédiaires puissent passer. En principe, la validation, elle est possible. Les 2 organisations sont favorables à la reprise des cours annoncés pour le 11 mai prochain, mais elles émettent tout de même
des réserves. Il se pourrait que les dispositifs de prévention de la maladie ne soient pas opérationnels pour tous les établissements sur l'ensemble du pays. Dans un tel cas de figure, nous encourageons vivement les associations des parents d'élèves, APE, qui en ont la capacité de tout mettre en œuvre pour assurer la protection des enfants. Quant au projet de l'éducation via les canaux audiovisuels et en ligne, initié par le ministère en charge de l'éducation, les conférenciers le jugent difficilement réalisable. Ce projet, pour qu'il puisse toucher la quasi-totalité des élèves du Burkina Faso, cela va être difficile quand on sait qu'il y a des familles où il n'y a pas donc de radio et on sait qu'à ce jour, la fréquence donc 107.4 qui a été donc octroyée au MENA-PLN ne touche pas encore la quasi-totalité donc des villes et provinces du Burkina Faso. L'UNAPSB et le SENAPEP invitent par ailleurs le gouvernement à dialoguer avec les organisations syndicales du secteur éducatif en vue d'une reprise apaisée des cours. Reprise apaisée des cours, car l'autre défi, c'est la grogne des organisations syndicales à gérer. Des organisations qui ne veulent pas entendre parler de reprise sans le règlement, notamment des problèmes de salaire suspendus. Avec les partenaires sociaux, c'est un bras de fer qui persiste et qui renforce l'incertitude autour de la reprise des classes. Sans oublier que sans masque pour tous, pas de reprise selon le gouvernement. Et là aussi, problème, la confection des masques visiblement traîne. Alors, l'exécutif se penche désormais sur une autre date de reprise. Abdourazak Traoré. À 72 heures de la reprise annoncée des classes, tout porte à croire que la date du 11 mai sera revue par le gouvernement. Si la rentrée administrative a été effective le 4 mai dernier, celle pédagogique suscite encore des équations à résoudre. Au département de l'éducation nationale, l'heure est à la perspective d'une nouvelle date. Nous avons rencontré la Confédération Coton Textile et Habillement et pour faire le point de la production des masques. Monsieur le ministre les a rencontrés aujourd'hui, lundi et jeudi, pour faire ce point-là. Nous avons aussi été en contact avec la SNCTEC. Il faut dire que pour les savons, les choses se déroulent en tout cas dans les meilleures conditions. Malheureusement, pour la confection des masques, les choses ne se déroulent pas de la façon souhaitée. Donc je pense que le gouvernement va en tout cas voir comment on va essayer de proposer d'autres dates, mais ça, ce sera vraiment l'appréciation des plus hautes autorités. La confection des masques à la traîne qui a des répercussions sur la reprise des cours n'est pas la seule menace pouvant entraver le bon déroulement du calendrier scolaire. 4 organisations syndicales, dont la FSINTER, rejettent le plan de riposte pour la continuité éducative. Par ailleurs, depuis quelques jours, on peut bien constater des tracts appelant le personnel éducatif à boycotter plusieurs activités pédagogiques. Mais du côté du ministère de l'Éducation nationale, on est optimiste car le processus de reprise des classes a été inclusif et participatif. Pour ce qui est de l'apaisement du climat social, je pense que, je disais tantôt qu'il y a eu beaucoup de rencontres, d'échanges avec les partenaires sociaux, que ce soit avant même d'adopter le plan de riposte, que ce soit après l'adoption du plan de riposte que nous avons partagé avec eux, mais que ce soit même dans le cadre de la reprise administrative et pédagogique là, prévue incessamment. Nous avons en tout cas rencontré tous ces partenaires pour un peu voir ensemble comment nous allons réussir ces différentes reprises. C'est important d'insister là-dessus. Le gouvernement nous invite pour nous donner l'information sur ce qu'il est en train de mettre en œuvre. Il ne demande pas nos propositions. Sinon, il y a bel et bien d'autres possibilités. Il y a bel et bien d'autres propositions selon les syndicats opposés au plan Waro, mais lesquelles? L'achèvement de l'année peut se faire au moment où on se serait donné les moyens d'une meilleure maîtrise de la pandémie. C'est possible. Ça signifie que les travailleurs
et leurs organisations, dans le contexte actuel, peuvent comprendre que les cours reprennent à des moments où peut-être ils auraient pu être dans d'autres sphères que celle de l'éducation. Ça, c'est possible. De même, on peut regarder comment ce qui est déjà fait, comment ça peut être examiné pour voir le minimum qui peut être sauvé, mais au moment où il le faut. De son côté, le professeur Stanislas Ouaro est formel. Conditionner la reprise des classes à la maîtrise de la pandémie n'est pas réaliste, car pour lui, personne ne connaît la fin de cette pandémie. Il faut plutôt apprendre à vivre avec la maladie. Le Premier ministre, lui aussi, a embouché la même trompette. Christophe Dabiré appelle les organisations syndicales à mettre de l'eau dans leur vin. On n'a jamais autant réglé des contentieux avec les organisations syndicales en matière de prise en charge des indemnités et des avantages qui avaient été gelés depuis lors. Donc, le gouvernement n'est pas responsable de ce qui se passe. Il faut qu'on se parle. Encore faut-il que vous ayez un interlocuteur en face pour pouvoir parler. Donc, sur ce point, nous avons fait le maximum. Nous souhaitons que les acteurs de l'éducation nationale s'associent aux efforts que le gouvernement fait. Nos organisations n'ont jamais refusé le dialogue. Mais de notre point de vue, il ne peut pas avoir dialogue lorsque on tient entre ses mains un bâton avec lequel on se met à fouetter l'adversaire. Dans ces conditions, il ne peut pas avoir de dialogue. La preuve, c'est que vous avez aujourd'hui, au moment où je vous parle, près de 700 travailleurs du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales qui n'ont pas vu leur salaire du mois de mars corrigé. Parmi ces 700 travailleurs, certains sont à 2 mois de salaire suspendu, soutient le secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Pour lui, le préalable à la reprise, c'est d'abord la correction de ces situations qualifiées d'inacceptables et l'amélioration des conditions sanitaires prévues par le plan de riposte pour la continuité éducative. Du reste, il demeure confiant, l'année peut être sauvée, à condition que l'exécutif y mette du sien. Pas de souci cependant pour l'enseignement supérieur. Le ministre Al-Kassoum Maïga annonce la reprise des cours pour le 11 mai, une reprise qui va concerner les promotions à effectifs réduits. Il s'agit des licences professionnelles et des masters. Les gros effectifs devront encore attendre. On en parlait hier dans cette session, l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la Covid-19, confection de masques, gel hydroalcoolique, contrôle du respect des mesures restrictives, mais aussi la prise en charge des personnes décédées de Covid-19. C'est aussi leur tâche à travers le service de garnison. Visite guidée avec Roméo Kuita. Sur ces images tournées par le service de communication des forces armées, des militaires en pleine opération de prise en charge des personnes décédées de la Covid-19. Il s'agit d'éléments de la pompe funèbre du bureau de garnison de la maréchaussée burkinabé, située à quelques encablures du mess des officiers. Le patron de la garnison, c'est lui, le colonel-major Sibiri Koulibaly. Depuis l'apparition de la maladie, ce sont ces hommes qui s'occupent des victimes du coronavirus. Une équipe de 5 personnes, dont 4 militaires et un civil, qui œuvrent pour le conditionnement, le traitement et la mise en bière des victimes. Si on désinfecte le corps, on prend le corps, on met dans un sac mortier. Il y a des sacs spécialement pour ça. Si on désinfecte le corps, on prend le corps maintenant, on met dans un sac là et on ferme. Il y a les cercueils aussi qui sont là, déposés. Si on sort, on met les sacs mortiers, le corps là en même temps dans les cercueils et on visse. Les parents des victimes peuvent alors rentrer en possession du corps après la mise en bière. Ce sont eux qui apportent le cercueil, le corbillard et enterrent la personne disparue dans le cimetière de leur choix, précise le chef de la garnison. Mais avant d'en arriver là, le processus est long. Dès lors qu'il y a un constat de décès dans un centre hospitalier, que ce soit la clinique, une clinique, que ce soit
au niveau de Tengandogo ou au CHU Yalgado, on nous fait appel. Donc, nous sortons avec notre équipe, nos éléments qui sont très bien engagés, qui sont vraiment, en tout cas, je salue leur bravoure, leur engagement, et nous allons sur les lieux. Nous attendons que les équipes donc, de prévention viennent, que l'on appelle les hygiénistes, ceux qui vont donc nous désinfecter. Et c'est à partir de là, donc, quand ils vont arriver, on porte les habits d'accoutrement qu'il faut, mais les éléments sont drillés pour ça, et ils rentrent maintenant dans la maison, enfin dans la salle censée être infectée. La mission est délicate, nous dira l'officier supérieur de l'armée burkinabé. Mais jusque-là, ces hommes ont assuré leur mission avec professionnalisme, se réjouit-il. Aucun d'entre eux n'a encore contracté la maladie. Depuis le début de la pandémie, plus d'une 50aine de victimes ont été traitées, indique-t-il. Ces statistiques prennent en compte les cas douteux, d'autant qu'il y a officiellement 48 décès liés à la Covid-19. Je salue même, en tout cas, l'engagement des populations. Dès qu'il y a doute, les gens nous font appel. Et nous venons, avec l'équipement nécessaire, on arrive à faire le traitement. Donc on a une 50aine comme ça qu'on a réussi à faire. Voilà, je précise bien que c'est justement parce que là, on n'a pas bien fait les tests. C'est pourquoi je vous ai présenté dans l'exposé qu'il y a plusieurs équipes qui s'engagent et plusieurs équipes qui travaillent ensemble. C'est une chaîne. Une chaîne qui fonctionne bien, estime-t-il, mais dont les acteurs ont parfois maille à partie avec les familles, qui refusent parfois de reconnaître et d'accepter que le décès de leurs proches est lié au coronavirus. La garnison, c'est aussi la police militaire, qui a pour mission de faire respecter la discipline par les militaires en ville. L'eau gratuite dans les bonnes fontaines, oui, mais s'en approvisionner reste un calvaire pour de nombreuses femmes. Constat par exemple à Bobo du Lasso, au quartier Belleville, où il faut se lever tôt avec peu d'espoir. Kader Kondé, Fatimata Koulibaly. Awa Kwanda est à la quête de l'eau depuis 5 h du matin. Il est 11 h et Awa n'a toujours pas reçu une goutte d'eau dans ses bidons. Et quand compte-t-elle quitter ce lieu? Elle-même l'ignore, nous confie-t-elle. Les autres tâches ménagères peuvent attendre car sa première préoccupation reste l'eau. Nous sommes dans la zone non lotie du secteur 29, dans le quartier Belleville de Bobo du Lasso. Et c'est le quotidien des habitants de ce quartier, à l'instar de nombreux quartiers de la ville de Sia. Pour avoir l'eau, c'est tout un problème. Je quitte la maison au premier appel du muezzin. Jusqu'à 14 h souvent, je suis encore ici. Le vendeur vient tôt, mais pour avoir l'eau, c'est compliqué. Je suis là, il y a 30 minutes d'abord, mais je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour avoir l'eau. À quelques mètres de cette borne fontaine, nous voilà dans la zone lotie du quartier Belleville. Là également, c'est une longue file de barriques d'eau et de bidons qui se dressent. Leurs propriétaires, exposés aux rayons du soleil, n'ont qu'un seul souhait, repartir à la maison avec le liquide précieux. Le nombre de personnes dans les différentes bornes fontaines s'est accru depuis l'application de la gratuité de l'eau, nous confient des gérants. Le nombre a augmenté depuis la gratuité. Lorsque c'était payant, à pareille heure, il n'y avait pas plus de 10 barriques. Mais maintenant, elles valent 50 stationnés. Et la première vague de clients est déjà partie, puisque je sors à 6 h, souvent à 5 h du matin. Les choses sont devenues compliquées avec la gratuité. Voilà, puisque avant, quand on payait, il n'y avait pas assez de monde comme ça. Mais même le matin, si tu viens ici à 6 h, si tu viens voir les nombres de gens qui sont alliés ici, ça fait peur. Une situation devenue difficile pour les revendeurs d'eau qui disent ne plus comprendre la mesure de gratuité mise en place par le gouvernement. En effet, il n'est autorisé par jour qu'une barrique d'eau par personne. Et cela est loin de convenir aux revendeurs d'eau. Pour Rokia Diabaté, il faut tout simplement supprimer cette mesure de gratuité d'eau. C'était mieux lorsqu'on payait. Maintenant qu'on nous dit que l'eau est gratuite, on ne peut plus avoir 2 barriques. Nous leur demandons donc de nous laisser payer l'eau. C'est mieux que cette gratuité. L'eau est bel et bien gratuite dans les bornes fontaines depuis le mois d'avril au Burkina Faso, comme nous le confient ces femmes. Nous prenons l'eau gratuitement. Personne ne paie 5 francs. Je sers l'eau gratuitement depuis que j'ai reçu un papier notifiant que l'eau est gratuite. Personne dans ce quartier ne peut dire que j'ai pris 5 francs avec elle. Si c'est le cas, que cette personne vienne me le dire en face.
Si la mesure sociale du président du Faso liée à la gratuité de l'eau dans les bonnes fontaines est une réalité, elle soulève tout de même un problème déjà existant, l'accès à l'eau potable au Burkina Faso. Le retour des parieurs dans les kiosques PMUB ce vendredi. 1 mois et demi de suspension des paris pour cause de coronavirus. Le bonheur de retrouver le jeu était perceptible ce matin chez les parieurs, mais aussi chez les gérants de club PMUB. La chance est peut-être de retour aussi. Julien Tougri, Rémi Lambert, Nébier. Le journal le plus lu des Burkinabés de retour dans les clubs PMUB. Les parieurs retrouvent leur passion et les gérantes leur emploi. L'arrêt de plus d'1 mois et demi pour cause de pandémie de coronavirus était quelque peu un supplice pour les uns et les autres. En tout cas, ça nous fatigue en tout cas. Mais comme c'est repris, Dieu merci. Sinon, même si on ne gagne pas, si on regarde les papiers là, souvent ça nous aide. On ne peut pas regarder le journal. Notre journal, c'est PMB là. Voilà. C'est pas facile de... Voilà, c'était très difficile. Et vous ne payez pas de temps en temps ou même... Non. Quand on n'a rien eu. Ça n'a pas été facile. Bon, mais avec l'aide des patrons, et aussi ils ont pensé à nous donner un peu d'argent de poche pour qu'on puisse se débrouiller. Sinon, ça n'a pas été facile. Donc quand c'était fermé, vraiment, on était dans les quiproquos. On ne savait pas quoi faire. Vraiment, on était dans le vagabondage. Alors, c'est le lieu de reconnaître que l'ouverture est bienvenue. Ce temps d'arrêt fut une période d'économie, peut-on penser. Mais pour les parieurs, c'est à relativiser. Économiser, ouais. On ne peut pas économiser. C'est parce qu'on ne peut pas économiser qu'on vient se fourrer la tête ici dans l'espoir de gagner quelque chose. Sinon, si on pouvait économiser, là, il n'y avait pas de drame. Mais même avec les économies maigres que nous, on espérait faire, on ne peut jamais aboutir à des millions. Or, ici, c'est une chance palpable. Une fois que tu gagnes une belle combinaison, alors tu es sûr que tu es dans des millions. Voilà. Voilà pourquoi on vient tenter. Peut-être que si c'était ouvert depuis, peut-être qu'aujourd'hui, là, peut-être que même 5 fois, je n'avais pas. Voilà. Mais comme c'est là, vous allez jouer quand même. Voilà. Mais il ne reste que 200, je vais tenter ma chance. Bon, on n'a même pas pour économiser. Bon, puisque notre système là, on s'est dit que non, que quand on joue avec la Lonabe là, on mise un peu. Bon, peut-être que non, que Dieu peut te sourire la chance et puis avoir un peu. Puisqu'on ne peut même pas économiser. Les 200 là, on ne peut même pas économiser. Ça nous amène même à boire l'alcool. Bon, et puis quand on boit l'alcool là même, on pense même pas. On n'espère même pas quelque chose. Mais pourtant, quand tu joues, tu espères quelque chose, quoi. Pour cette réouverture des clubs de Paris, la Loterie nationale burkinabé a exigé des différents points de jeu le strict respect des mesures barrières. À ce premier jour, le constat est que chaque club essaie de respecter au mieux les mesures édictées. On a déposé des ailes aussi et puis on a mis la barrière, on a déposé un banderole d'1 mètre. Et puis on s'est protégé aussi avec des cachets. Oui, ils lavent les mains d'abord, ils posent leur cassinet avant de rentrer chez eux. Si on va cacher, si on va cacher, on va rentrer. La chance et l'espoir sont de retour, mais l'affluence, elle, n'est pas encore des jours de Grand Prix ou de report. Certains parieurs n'accorderaient du crédit qu'aux courses qui ont lieu dans l'Hexagone, où les courses hippiques n'ont pas encore repris de service pour l'instant. La société minière Nantou Mining poursuit ses actions de lutte contre la Covid-19. Cette fois, c'est à sa communauté hôte qu'elle manifeste sa solidarité, un don de matériel de prévention et de protection contre le coronavirus au district sanitaire de Réo et de Tenado. Plus de 16 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don. Rémi Lambert-Nébier.
Malgré la baisse de 30% du coût mondial du zinc, la société minière Nantou Mining multiplie ses actions contre la Covid-19 au Burkina Faso. 52 centres de santé et de promotion sociale des districts sanitaires de Rio et de Tenado sont désormais mieux équipés pour faire barrière à la Covid-19. Après un premier don de 50 millions de francs CFA au ministère de la Santé, la filiale du groupe Trevali débourse plus de 6 800 000 francs CFA pour équiper sa communauté haute en matériel de protection et de prévention contre le nouveau coronavirus. Alors ma vocation première, ce n'est pas l'exploitation du zinc. Ma vocation première, c'est la valorisation des ressources naturelles, et entre autres le zinc. Et on ne valorise pas, et d'en valoriser, le mot porte bien son nom. Ça veut dire qu'on ne valorise pas si on ne valorise pas les gens qui sont avec nous. C'est 20 000 personnes qui vivent directement ou indirectement de la mine, J'ai besoin d'eux, nous avons besoin, et ils ont besoin de moi. Et nous sommes avant tout humains. Donc ce qui m'a motivé, c'est l'humanité. C'est la première des valeurs. Vous le voyez ici, c'est du savon liquide. Ce savon liquide a une particularité. Il y en a 104. Non seulement c'est du savon liquide pour les centres de santé, mais aussi il est fait par les femmes de Percoa, par les centres d'alphabétisation de Percoa. Ce qui veut dire qu'en plus, nous contribuons à pouvoir alimenter les familles de la région. Des thermomètres frontaux, 104 dispositifs de lave-mains et autant de bidons d'eau, de javel et de savon liquide, 520 gels hydroalcooliques et plus de 1000 masques. Cette dotation de Nantou Mining est accueillie avec soulagement par la population et les autorités provinciales. Oui, effectivement, ça constitue une épine en moins dans notre pied. Et comme vous l'avez dit, c'est à l'État. Donc à l'administration et à l'État de faire en sorte que la santé des populations soit garantie. Cela n'empêche que si des particuliers veulent aider, vraiment cela est très bien. Et c'est dans ce sens-là que je salue le don de Trevali. On dit que prendre goûter et puis dormir sans goûter, c'est pas la même chose. Mais ce que le DG de la mine a fait, c'est très bien. Merci beaucoup pour son aide qu'il a fait pour la population de Rio. Et nous, au niveau de la population, nous allons forcer pour commencer à faire sensibiliser la jeunesse du maladie là. Le maladie là, c'est un truc qui est venu surprendre tout le monde. Et il ne sait pas. Il faut qu'on porte les masques pour se protéger, laver les mains. On va le faire. Première société à s'acquitter du fonds minier de développement local, Nantou Mining emploie 750 personnes et contribue au développement des communautés hautes par plusieurs investissements socio-économiques. Elle a déjà versé pour le compte de l'année 2020 1,3 milliard de francs CFA au trésor public, toujours au titre du fonds minier de développement local. Invité de ce 9h30, le directeur général de l'ONI, l'Office national d'identification, Aristide Berry. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. C'est donc une reprise des opérations de délivrance massive des cartes nationales d'identité burkinabè. C'est bien parti. Tout à fait, c'est bien parti parce que vous avez remarqué qu'hier, nous avons rencontré les 53 agents des centres de traitement intermédiaire de données qui sont en quelque sorte nos correspondants techniques au niveau provincial et qui sont chargés d'encadrer efficacement et au niveau technique le déroulement des opérations. Vous savez qu'avec la suspension des opérations et la reprise qui a été autorisée le 30 avril 2020, nous nous sommes confrontés à deux défis majeurs. Comment assurer la production de la carte nationale d'identité dans les perspectives électorales, mais aussi dans la sauvegarde de la santé de nos agents. Vous savez que les vecteurs de contamination de la maladie sont directement utilisés par nos agents, à savoir les doigts, parce que nous prenons les empreintes, et la prise de photos qui nécessite une certaine distance et une certaine proximité avec les citoyens demandeurs. C'est pourquoi nous nous sommes rencontrés et le diagnostic que nous avons fait a fait voir que nous avons 139 000 demandes qui étaient en cours, en stock, et nous nous sommes engagés ensemble avec les opérateurs et opératrices de saisie à faire la vidange en moins de 10 jours pour permettre de satisfaire aux impératifs électoraux, mais aussi de satisfaire aux citoyens qui sont en train de taper à la porte pour demander quotidiennement la carte. En moins de 10 jours, 139 000 cartes d'identité à produire et à remettre entre le 25 mai et le 5 juin, c'est bien ça? Oui, entre le 25 mai et le 5 juin, nous allons relancer effectivement nos opérations. Parce que vous savez que nous avions déjà parcouru les régions du centre-est, de l'Est, des Cascades et
de la boucle de Moun. À partir du 25 mai jusqu'au 5 juin, nous allons parcourir 4 autorégions et à partir du 8 juin jusqu'au 18, nous allons terminer avec 4 autorégions et nous aurons fait l'ensemble du territoire national. Pour le reste, nous allons poursuivre les enrôlements quotidiens pour les demandes quotidiennes qui se font sur l'ensemble du territoire national parce que vous savez qu'on a énormément de demandes de personnes dont les cartes d'identité expirent, mais aussi nous avons de nouvelles personnes qui en ont besoin. Et l'urgence tout à l'heure, là, c'est bien aussi d'accompagner aussi le travail qui se fait au niveau de la CENI. Tout à fait. Vous avez remarqué que ce matin, le président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé les opérations à Tenkodogo et ça concerne 5 régions. Donc l'urgence pour nous est de tout faire pour que les demandes des provinces du Boulgour, du Gourma, du Koulpelogo, du Namentenga et du Zungoyogo puissent être traités et ramenés en urgence pour qu'effectivement les citoyens puissent effectivement s'enrôler en vue des opérations électorales. Et nous nous sommes engagés à cela. Et dès ce matin même, il y a un certain nombre de demandes qui sont déjà reparties au niveau des provinces concernées. Et dans les jours à venir, l'effort sera continu pour que personne ne manque de carte d'identité pour s'enrôler. La question, justement, vous l'avez évoqué, c'est comment réussir ces opérations de masse tout en respectant les consignes sanitaires. C'est justement l'objet, ça a été un des objets justement de la rencontre que nous avons tenue hier avec les agents des centres intermédiaires de traitement des données, parce que vous savez que c'est le défi, comment assurer la campagne tout en sauvegardant, tout en respectant bien sûr les mesures qui ont été édictées par le ministère de la Santé. C'est pourquoi nous les avons rencontrés et nous avons conçu et partagé avec eux ce que nous avons appelé un plan d'adaptation des campagnes d'enrôlement face au Covid-19. Et il s'est agi justement d'arrêter un certain nombre de mesures. La première mesure, c'est véritablement le port obligatoire du masque ou de la bavette pour tout citoyen qui fait la demande de carte d'identité, parce que vous savez que nous sommes vraiment très proches des populations et c'est vraiment obligé. C'est l'obligation, vous dit, de laver les mains dans le dispositif de lave-mains. C'est aujourd'hui l'obligation également de se désinfecter les mains, parce que vous savez que au contact des populations, comme je vous disais, nous sommes obligés de prendre les empreintes et d'être plus près des citoyens pour la prise de photos. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui doivent impérativement être respectées par les citoyens que je viens de lister quelques-uns, mais aussi par nos agents qui seront dotés d'un certain nombre de masques de protection pour éviter que personne ne prenne la maladie du fait de son travail. C'est ce que justement ces agents doivent être impérativement protégés pour pouvoir mener à bien justement ces opérations. Tout à fait. Et à partir du 8 juin jusqu'au 18 juin aussi, c'est une autre étape. Effectivement, il faut dire que nous allons reprendre les campagnes, parce que déjà il y a un certain nombre de demandes qui ont été exprimées ici ou là que nous allons satisfaire dès demain, mais à partir du 25 mai jusqu'au 5 juin, nous serons dans 4 régions. Il s'agit des régions du plateau central, du centre-ouest, des hauts-bassins et du sud-ouest. À partir du 8 juin jusqu'au 18 juin, nous serons également dans les régions du Sahel, du nord, du centre-nord et du centre-sud, pour permettre que les équipes se déplacent au plus près des populations au lieu de venir dans les lieux traditionnellement désignés pour l'enrôlement aux fins d'établissement des cartes nationales d'identité. Donc c'est véritablement un défi, c'est une course contre la montre, parce que vous savez que les délais électoraux sont très incompressibles et on est tenu de les respecter. Opération donc marathon, il n'y a pas de course, qui devrait permettre d'offrir combien de CNIB au Burkinabé? La cible pour cette année 2019 est de délivrer 1 900 000 cartes nationales d'identité. Il vous souviendra que l'année dernière, nous avons délivré environ 1 450 000 cartes nationales d'identité. Donc nous avons rehaussé la cible en tenant compte des nouvelles personnes qui veulent la carte d'identité, qui est estimée à environ 600 000 personnes, et le reste est constitué des opérations de renouvellement. Parce que quand on donne le chiffre des cartes qui expirent, il faut tenir compte que dans la période décennale, là, il y a un certain nombre de personnes qui ont émigré ou qui sont malheureusement décédées. Donc la cible est fixée à 1 900 000 personnes, et déjà à la date d'arrêt des opérations qui a été décidée le 18 mars 2020, on était déjà à 539 000 demandes qui ont été délivrées. Donc
Si vous faites la compilation, il nous reste environ 1 500 000 demandes à atteindre coûte que coûte avant les échéances électorales. C'est énorme quand même. Oui, c'est énorme et c'est véritablement c'est le but de la manœuvre parce que c'est un challenge, c'est un défi et nous comptons justement sur l'accompagnement des plus hautes autorités, mais aussi l'accompagnement de tout le personnel de l'Office national d'identification pour qu'au soir des élections, nous ne sommes pas reprochés. Et vous avez le personnel pour... Oui, on a le personnel dévoué, on a le personnel compétent, on a le personnel engagé qui travaillait jour et nuit parce qu'en raison du couvre-feu, on a réaménagé le calendrier, le roulement des équipes parce qu'on travaillait 24 heures sur 24, de 7h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h. C'était comme ça, mais avec le contexte de couvre-feu, on a réaménagé pour arrêter à 19h parce que même si vous donnez les autorisations, quand les citoyens sortent au-delà d'une certaine heure, il y a un risque de sécurité évident qu'il ne faut pas courir. Donc nous avons le personnel qu'il faut, nous avons un personnel engagé et qui est prêt à relever le défi. Et le défi, c'est aussi la délivrance rapide de cette CNIB pour permettre aux populations de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Tout à fait, c'est véritable. Le délai moyen, c'est combien quand on fait la demande? Le délai moyen varie en fonction de la zone de couverture. À Ouagadougou, on est capable de vous délivrer la carte des nationalités, la CNIB en 24h48 au plus. Maintenant, vous convenez avec moi qu'une demande faite à Matiakwali ou à Nyoro Nyoro ne peut pas être délivrée en 24 heures. Donc, il faut mettre en moyenne 1 semaine, 2 semaines, sinon même 1 mois en opération. Sinon, si c'est un système normal qui suit le système de transmission administratif simple, ça peut prendre beaucoup plus de temps. C'est pourquoi nous avons justement tenu compte de cette situation en accélérant le système, en mettant en place un système de navette qui transcende en fait le système classique, ce qui fait qu'on ne suit plus le circuit classique de transmission. Dès que les demandes sont prêtes, dès que les CNIB sont saisies, une navette est partie automatiquement sur le terrain pour délivrer les cartes nationales d'identité. Une question pour terminer, ce sont ces opérations, on imagine que ça va peut-être reprendre aussi, c'est particulier qui organisent des opérations de délivrance de CNIB. Déjà nous avons suspendu aussi les demandes particulières que nous recevons parce que nous en avons reçu énormément, ces particularités aussi, ces demandes particulières. Vous les encouragez ça ? Oui, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas encourager à avoir la carte nationale d'identité parce que vous savez que la carte nationale d'identité est un document dont la possession est obligatoire. Parce que donc on voit une forme de corruption électorale derrière. Ça, c'est un angle de lecture. C'est un angle de lecture tout simplement parce que la possession de la carte nationale d'identité ne dit pas qui vous allez voter. Donc, c'est tout à fait légal et de mon point de vue, ce n'est pas une tentative de corruption électorale. On va vous souhaiter une bonne opération. Merci, merci. L'ONU vous remercie de nous avoir invités. Merci. Aristide Béré, directeur général de l'Office national d'identification. Les chiffres du jour, 8 nouveaux cas de Covid-19, 744 cas au total, 4 nouvelles guérisons, 566 patients guéris au total, pas de nouveaux décès. Et ça s'appelle rencontrer le bonheur dans le malheur. L'Italie, l'un des pays européens les plus touchés par le coronavirus, compte plus de 600 000 sans-papiers. En ces temps de crise sanitaire mondiale, le problème de main-d'œuvre étrangère se pose. Les autorités italiennes plaident en faveur d'un cadre légal pour les sans-papiers. Ils font partie des populations invisibles et pourtant, l'Italie compte plus de 600 000 sans-papiers. Aujourd'hui, la question de leur régularisation se pose car le manque de main-d'œuvre étrangère inquiète jusque dans les rangs du gouvernement italien. D'habitude, 250 à 300 000 travailleurs saisonniers, souvent en provenance d'Europe de l'Est, rejoignent la péninsule pour récolter fruits et légumes dans des conditions particulièrement précaires. Ce scénario semble désormais impossible en raison de la fermeture des frontières liée à la pandémie de Covid-19 et de nombreux produits pourraient ne jamais arriver sur les étals de la grande distribution. Face au Parlement, la ministre italienne de l'Agriculture, Teresa Bellanova, plaide en faveur d'un cadre légal pour les sans-papiers. Avec la ministre de l'Intérieur, elles envisagent l'octroi de titres de séjour renouvelables. Nous consultons les autres ministres pour faire face à l'urgence du moment, principalement pour la période des récoltes. Le risque serait de ne pas avoir de produits italiens disponibles ou d'un gaspillage s'ils ne sont pas cueillis à temps. La proposition vise aussi les employés à domicile et le personnel soignant.
Elle ferait partie d'une batterie de mesures qui devraient être approuvées dans les prochains jours pour soutenir l'économie italienne. Le pape François appelle lui aussi à la régularisation des migrants trop souvent exploités et au respect de la dignité de chacun. Comme dans chaque pays, la crise sanitaire cristallise les inégalités et ajoute à la précarité déjà vécue au quotidien par les demandeurs d'asile. La ville de Castelvolturno, près de Naples, en compte près de 20 000. Confinés et dépourvus de titre légal, ils peinent aujourd'hui à survivre. Parqués dans des appartements insalubres, il leur est difficile de trouver de quoi se nourrir. On a plein de problèmes dans cette maison. On n'a pas d'électricité, pas d'eau, pas de papier. Et c'est un vrai problème de trouver à manger. Des bénévoles apportent chaque jour quelques provisions aux familles en difficulté, mais cela reste bien loin de combler les besoins. Une régularisation des travailleurs agricoles pourrait non seulement offrir une meilleure protection aux saisonniers, mais aussi renflouer les caisses de l'État à hauteur d'1,2 milliard d'euros de recettes fiscales qui manquaient jusque-là. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, le journal La Langue nationale Morée. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.